Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 24 mars. Ce soir, on va évidemment revenir très largement sur les résultats du premier tour des municipales. Un premier tour qui n'en appellera pas de deuxième d'ailleurs dans 253 communes de Vendée. Seul un conseil municipal sur 10 est encore à pourvoir dans le département. On reviendra aussi sur les surprises, les points chauds de ce premier tour, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne ou encore Fontenay-le-Comte. Et puis on va parler des têtes connues du département dont la liste est d'ores et déjà élus ou encore du calendrier de la semaine pour ceux qui passent au second tour. Bref, on va résumer ce premier tour des municipales 2014. On va commencer à se projeter et puis on va écouter ce qu'ont à nous dire les principaux candidats. Mais on commence ce journal avec un chiffre qui nous concerne tous. Regardez, c'est celui de la participation vendéenne à ce premier tour des élections municipales. À la fermeture des bureaux de vote, quasiment 68% des électeurs du département ont voté. C'est moins qu'en 2008 où on dépassait légèrement les 71%. À l'inverse, l'abstention est donc en hausse d'un peu plus de 3 points. Alors on va rester justement un petit peu dans les chiffres avec le résumé de ce premier tour. Un résumé de Carl Laboureux. 253 sur 282, soit près de 9 communes vendéennes sur 10 ont renouvelé intégralement leur conseil municipal dès le premier tour. Si l'on ne peut pas affirmer que ce chiffre est historique, il est en tout cas largement supérieur à celui de 2001 et de 2008, de 20 points, et il peut s'expliquer par le nouveau mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants. Sur ces 175 communes en question, un seul tour aura suffi dans 161 d'entre elles. Ce qui d'ailleurs était prévisible. Avec le scrutin de liste, là où une ou deux listes sont proposées aux électeurs, c'est mathématique. L'une d'elles obtient forcément la majorité absolue. Restent donc 29 communes seulement dans lesquelles les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes dimanche prochain pour un second tour. Parmi elles, 15 communes de moins de 1000 habitants, mais aussi des villes où l'élection s'annonçait serrée. C'est le cas à La Roche-sur-Yon ou encore aux Sables-d'Olonne. Alors voilà pour les grands chiffres. On va maintenant justement s'attarder sur quelques villes du département qui créent la surprise ou qui sont en tout cas des points chauds, comme on dit dans le jargon, des communes où on savait que ces municipales pouvaient changer la donne. C'est le cas par exemple à La Roche-sur-Yon. La ville-préfecture est à gauche depuis 1977, mais hier soir, le maire sortant, Pierre Regnault, a moins d'1 point d'avance sur le candidat de la droite et du centre, Luc Boire. Je suis en tête et aujourd'hui le Front National ne sera pas au deuxième tour. La solution, effectivement, les problèmes sont nationaux et on sent bien que ça a pesé, mais la solution est locale et j'en appelle à tous les Lyonnais et à toutes les Lyonnaises de se ressaisir, de venir voter en masse, ceux qui ont pu s'abstenir de revenir pour pouvoir conserver une ville de progrès et une ville qui permette le vivre ensemble et qui se développe, qui continue à se développer. Nous sommes convaincus que nous allons gagner la semaine prochaine. Pour gagner, il faut s'unir et nous avons la liste d'union. Elle est en route, la liste d'union, et elle est devant. Dans le cœur des Lyonnais et nous allons continuer cette semaine à aller voir tous ceux qui hésitent encore pour leur dire que c'est avec nous et avec nous seulement que se gagnera cette ville. Tout repose donc maintenant à la fois sur les électeurs qui se sont abstenus, 40% des électeurs ne sont pas allés voter à La Roche-sur-Yon, mais aussi sur le message que décideront de faire passer le divers droite Raoul Mestre et la candidate front de gauche Anita Chariot. Alors concernant Anita Chariot justement, on sait que sa liste négocie encore ce soir avec celle de Pierre Regnault. La fusion semble exclue, elle se dirigerait plutôt vers un rapprochement qui pourrait se traduire en cas de victoire par un ou plusieurs postes d'adjoints pour la liste d'Anita Chariot. Brigitte Neveu, la candidate Front National, annonce, elle, ce soir qu'elle ne donne pas de consigne de vote pour les électeurs de La Roche-sur-Yon. Même chose pour Gilles Robin, il laisse les électeurs lutte ouvrière décider eux-mêmes pour qui ils souhaitent voter. Sur le littoral, beaucoup de questions également du côté des Sables-d'Olonne. Pour mémoire, il y avait 6 listes pour ce premier tour. 4 franchissent la barre des 10%, ce qui leur permet théoriquement d'être présents au deuxième tour. Mais en fonction des étiquettes et des opportunités, eh bien, les candidats peuvent également choisir de s'unir. C'est ce qui a donné lieu aujourd'hui à d'âpres discussions. Alors pour ce qu'on en sait ce soir à 19h30,
La fronde gauche, Carole Potier, a rencontré Gérard Mercier, le candidat Union de la gauche. À eux deux, ils totaliseraient 20% des voix des Sablais. Du côté de Brigitte Tesson, elle a décidé de fusionner avec la liste de Didier Gallo. À eux deux, ils représenteraient plus de 38% des voix. Quand Yves Roucher, qui, vous le voyez derrière moi, est arrivé en tête hier, rassemble lui 32% des électeurs sablais. On a appris cette fusion en tout début de soirée au cours d'une conférence de presse commune à Didier Gallo et à Brigitte Tesson. Moi-même, pendant toute la campagne, je n'avais pas pris de décision. Donc là, ce que l'on constate au niveau des votes des Sablais, c'est que majoritairement, ils veulent le renouveau. Nous avons toujours mené des campagnes respectueuses, nous avons toujours eu des relations très cordiales entre colistiers et entre candidats. Et c'est tout naturellement, compte tenu de la proximité des programmes, que nous avons décidé de fusionner. Alors on va prendre maintenant la direction de Fontenay-le-Comte. Là, on retient surtout le coude à coude gauche-droite avec le conseiller municipal UMP Jean-Michel Lalère qui talonne le maire sortant PS Hugues Fourage. 74 voix les séparent, sachant que le troisième homme, le front de gauche Jocelyn Leclerc, en totalise lui près de 600. Les Fontenaysiens m'ont mis devant dans un contexte difficile où on a pu voir un certain nombre d'attaques personnelles à mon égard qui ne grandissent pas le débat démocratique. Donc je suis satisfait de voir que les Fontenaysiens ont su retenir ce qui était l'essentiel pour moi, le bilan, mais aussi le projet que nous avons pour notre ville. Je suis en tête, j'ai, je pense, des réserves de voix. Donc il me semble que la dynamique qui a été créée dès le premier tour doit nous permettre de pouvoir gagner dimanche prochain. Nous sommes distants de M. Fourage de 74 voix. Ce sont malgré tout des résultats encourageants et il faut continuer notre action. Donc nous avons actuellement la mission de reprendre en main le destin de la ville de Fontenay-le-Comte. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir et nous allons continuer notre action, redoubler de présence dans la ville demain et essayer de sensibiliser les électeurs de Fontenay-le-Comte pour qu'ils viennent voter massivement à la prochaine élection. Alors concernant Jocelyn Leclerc, on ne connaît pas encore sa décision quant à son maintien ou non pour le deuxième tour. Trois hypothèses, soit il décide de se retirer tout simplement, ce qui ne semble pas être l'option envisagée. Soit la liste du Front de gauche décide de se maintenir en l'état. Il y aurait donc une triangulaire au deuxième tour à Fontenay-le-Comte avec une division des voix de gauche. Soit enfin Jocelyn Leclerc et Hugues Fourage fusionnent leurs listes, auquel cas mathématiquement la liste du maire sortant passerait devant celle du candidat UMP Jean-Michel Lalère. Selon nos informations, une rencontre était en tout cas prévue entre les deux hommes en début de soirée. À Saint-Hilaire-de-Riez maintenant, eh bien rien n'est encore joué. 6 listes présentes au premier tour, 5 peuvent prétendre au deuxième tour. Saint-Hilaire-de-Riez où le maire sortant ne se représentait pas. Son poulain, le divers gauche Jean-Yves Le Bourdet, arrive en tête, mais 200 voix le séparent du candidat de la droite et du centre, Laurent Boudelier. Je voulais remercier d'abord tous les concitoyens qui ont voté pour nous. Et donc je les appelle déjà pour dimanche prochain donc à venir plus nombreux encore nous soutenir. Et également tous les électeurs, donc de ceux qui ne se représentent pas, de nous rejoindre donc, sur notre projet et sur un projet vivant pour Saint-Hilaire-de-Riez. On arrive en deuxième position, c'est plutôt une belle réussite sachant que le vote à droite est important à Saint-Hilaire-de-Riez et qu'on est en tête de ces listes de droite. Voilà, on espère que ça se poursuivra au deuxième tour et qu'il y aura un report de voix massif. Et on attend de savoir la position des autres candidats de la droite par rapport à nous. Alors voilà pour les 2 têtes de liste arrivées en tête à Saint-Hilaire-de-Riez. Et depuis hier soir, des discussions et des tractations ont lieu entre les différents candidats. Une rencontre était par exemple prévue cet après-midi entre Jean-Yves Le Bourdet et Jean-Pierre Coste, lequel était également en contact avec Pascal Dubin. Un rapprochement pourrait d'ailleurs avoir lieu entre ces deux derniers. Du côté d'Éric Coren, le candidat se retirerait finalement sans donner de consigne de vote à ses électeurs. 5e et dernier point chaud, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors là, les électeurs auront notamment droit dimanche à un vrai duel à droite. Le conseiller municipal sortant, François Blanchet, arrive de peu en tête du scrutin. Vous le voyez, 2 points d'avance sur l'adjoint sortant Bruno Labarrière. Tous les deux sont donc à la tête de liste plutôt classée à droite, sachant que l'ancienne adjointe de La Roche-sur-Yon, Patricia Cerejo, est à la tête d'une liste plutôt classée à gauche et qu'elle totalise, elle, 3 voix sur 10.
Les électeurs nous ont placés en tête, donc ça montre une préférence pour le changement, une préférence pour l'alternance. Et donc c'est ce qui nous touche beaucoup. Et maintenant, il va falloir aller chercher toutes les voix une par une cette semaine. Il va falloir aller chercher les abstentionnistes. Et je lance vraiment un appel aux électeurs pour qu'ils confirment dans les urnes dimanche prochain l'élan qu'ils ont donné ce soir. Bon, là c'est vrai que c'est très très serré, hein, c'est dans un mouchoir de poche, on n'a même pas 100 voix d'écart, donc je suis dans le 3e set et je pense qu'on a des reports de voix à aller chercher, on a plus de réserves que notre concurrent direct. Je pense que nous avons fait la campagne que l'on souhaitait, c'est-à-dire cette campagne de proximité qui a permis d'expliquer qu'une autre voie était possible. C'est la fin d'un premier tour, il y a un deuxième, notre motivation reste intacte. Alors voilà ce qu'on pouvait dire ce soir des surprises vendéennes de ce premier tour. On y reviendra évidemment dès demain soir, une fois qu'on en saura un petit peu plus sur les alliances en vue du deuxième tour. On va maintenant s'attarder sur quelques communes qui n'auront pas justement de deuxième tour, tout simplement parce qu'une liste a d'ores et déjà obtenu la majorité absolue. Alix Solanos. Parmi les personnalités élues dès le premier tour, direction tout d'abord les Herbiers, où Véronique Besse s'impose haut la main avec près de 58% contre Myriam Violo, la candidate du maire sortant Marcel Albert. C'est une belle victoire inespérée au premier tour quand même, parce qu'il y avait 3 listes qui ont fait chacune d'elles une belle campagne, une grosse campagne. Et vraiment, c'est une très belle victoire. J'ai un petit peu du mal à réaliser parce que je pensais quand même être devant, mais pas passer forcément au premier tour. Donc avec un très beau score au premier tour. Donc c'est vraiment une très belle victoire pour mon équipe et pour moi-même. Du côté des autres grandes villes, Serge Rondeau s'impose facilement à Challans avec plus de 75% des voix face à Nicole Guérin du PS. Même scénario pour le député Yannick Moreau avec 67% des voix face à Régis Bernard, soutenu par le PS et Europe Écologie Les Verts, et à Nicole Landriot du Front de Gauche. Le projet que nous portons pour Olonne, au cœur du pays des Olonnes, veillera à mutualiser l'action des communes et de la communauté de communes au service des habitants de notre agglomération. La marche vers l'union des 3 communes sœurs des Olonnes commence aujourd'hui. À La Ferrière, le président de l'association des maires de Vendée, Yves Auvinet, s'impose également avec 67% dès le premier tour. Tout comme le sénateur Philippe Darniche à Mouilleron-le-Captif, avec plus de 77% des suffrages exprimés. Ou encore Luc Guyot, élu dès le premier tour à Torigny. Mais là, je suis aussi fier de cela, d'avoir été élu avec toute une équipe, avec 65% pour la première fois. C'est une très bonne chose. C'est une reconnaissance aussi d'un enfant du pays qui a vaqué un peu dans le monde et qui peut mettre à disposition son expérience pour les Torigniens. À noter également la victoire de Christophe Chabot à Bretignolles-sur-Mer, où le projet de port a été au cœur de la campagne. Et puis du côté des principaux chefs-lieux de canton, victoire des conseillers généraux Bernard Perrin à Aisne, Gérard Villette à Chantonnay, Bruno Noury à l'Île-Dieu, et du conseiller général d'hiver gauche André Ricolo à Saint-Jean-de-Mont. Sans oublier Pierre-Guy Perrier à Luçon, Didier Mandeli au Poiret, Antoine Chéreau à Montaigu, Noël Fauché à Noirmoutier, ou encore le président de la Chambre d'agriculture Christian Aimé, qui conduisait la seule liste présente à Moutier-les-Mauffets. À noter également à droite la défaite dès le premier tour de la conseillère générale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Marietta Trichet à Couex, du conseiller général PS de Chaillé-les-Marais, Daniel Ringard, qui n'a pas été réélu dans sa commune de Champagné-les-Marais. C'est une commune de moins de 1000 habitants. Même scénario pour René Maratier, le maire sortant de la Faute-sur-Mer. C'est une commune de moins de 1000 habitants et il est le seul à être élu sur sa liste. C'est donc logiquement l'ex-directeur général des services de la région des Pays de la Loire, Patrick Join, qui devrait être élu maire. Enfin, autre personnalité qui n'est pas élue, Angie Leboeuf, qui était jusqu'alors adjointe à Pierre Regnault et qui est battue dès le premier tour à Landronde. Côté réaction des figures du paysage politique local, Jacques Oxiette, le président de la région des Pays de la Loire, se dit d'abord préoccupé par le niveau de l'abstention. Il appelle donc les électeurs à se mobiliser, surtout les électeurs de gauche, évidemment, face à une extrême droite aux valeurs si éloignées de la tradition de modération et de notre
notre région, écrit-il, et une droite revancharde qui rêve de détricoter nos politiques. Il est grand temps de se mobiliser et de rassembler. Et puis à l'opposé, sur l'échiquier politique, c'est la satisfaction de Bruno Retailleau. Ce soir, les bastions socialistes vacillent. Le président du Conseil général tourné vers le deuxième tour et qui écrit « La Roche et Fontenay sont gagnables, ce qui est historique ». Fin de citation. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, les candidats qui ont récolté plus de 10% des voix ont donc jusqu'à demain soir 18h pour déposer leur liste pour le deuxième tour. Certains ont déjà pris leur décision de se maintenir ou pas, on l'a vu. Pour les autres, on en reparlera donc demain. Et puis toute la semaine, dans le journal de TV Vendée, on va évidemment décliner cette actualité d'élection municipale. On ne parlera pas que de ça, c'est promis. Mais on verra notamment des candidats aller à la rencontre des électeurs. Et puis soirée spéciale deuxième tour, évidemment, dimanche prochain, à partir de 19h45 avec Stéphane Courgeon pour faire le point sur les 29 communes de Vendée qu'il reste à pourvoir. Avant de se quitter, un mot quand même de la disparition ce week-end d'Henri Turbet, conseiller général de l'Île-Dieu pendant 26 ans. Il a notamment permis la modernisation des gares maritimes. Vous voyez d'ailleurs ici quelques images tournées en 2010 ou encore le maintien de l'hélistation. Henri Turbet a fait aussi partie de ceux qui ont porté la candidature de l'Île-Dieu pour le parc éolien offshore. Il avait 72 ans. Les obsèques d'Henri Turbet sont prévues ce mardi matin à 11h en l'église Notre-Dame-du-Port. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo. Eh bien, ce mardi s'annonce gris et pluvieux, pas franchement agréable, d'autant que le vent devrait aussi se lever et les températures rester en deçà des normales de saison. Le bulletin complet, c'est juste après ce journal avec Armelle Pavageau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour reprendre le fil de l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.